Bonjour à toutes et tous, c'est Absolute et bienvenue dans cette nouvelle et première vidéo consacrée à la série Obi-Wan Kenobi, dont les deux premiers épisodes viennent tout juste de sortir sur la plateforme Disney+. Je vais comme d'habitude vous donner mon avis rapide sans spoiler sur l'épisode, mais comme j'imagine que vous venez surtout pour voir mon débrief après avoir vous aussi vu les épisodes, je vais résumer ça en disant que j'ai commencé le visionnage de cette série avec énormément d'appréhension, je me pose beaucoup de questions et j'ai peur de ce que ça va donner cette série en termes de qualité. Et pourtant, pour le moment, au terme de ces deux premiers épisodes, je dois dire que je suis plutôt enthousiaste. Oui, pour le moment, la série me donne confiance, je suis content que le marketing et la communication autour de la série se soient concentrés uniquement sur les deux premiers épisodes. The Mandalorian et le livre de Boba Fett nous y avaient déjà habitués, mais c'est toujours le cas ici, et tant mieux, car cela nous permet de conserver énormément de surprises, et déjà rien que dans ces deux épisodes, on en a eu énormément des surprises. Et justement, on va pouvoir en parler en toute franchise avec spoiler, donc si vous n'avez pas encore vu les épisodes, je vous ordonne d'aller les voir avant de regarder la suite de cette vidéo. Pour commencer, j'ai trouvé super intéressant que l'épisode s'ouvre sur un immense récap de la prélogie. Bon, forcément pour les fans les plus ardus comme nous, ça n'a pas forcément d'intérêt colossal, si ce n'est de nous replonger directement dans l'ambiance de la vie d'Obi-Wan, pour qu'on se remette en tête en quelques minutes seulement l'état d'esprit dans lequel il peut être désormais. Et au-delà de ça, je trouve que c'est super utile puisque ça va permettre au grand public et surtout aux spectateurs qui n'ont pas vu la prélogie depuis longtemps de bien tout comprendre. Donc ça, je trouve que c'est un premier excellent point positif. Deuxième point positif, il vient juste après celui-ci, c'est la scène d'ouverture de l'épisode qui prend place sur Coruscant, au beau milieu du temple Jedi durant l'attaque du temple par les soldats clones de la 501e Légion. C'est donc la deuxième fois qu'une série Disney+ nous montre ce passage, puisqu'on avait déjà eu un flashback du même genre avec Grogu, mais pas grand chose d'autre à dire au-delà de ça, si ce n'est que j'imagine que nous pourrions être amenés à recroiser certains de ces petits padawans, à moins que la série ne cherche exclusivement à nous rappeler cet événement majeur de l'ordre Jedi, et que les survivants doivent désormais se contenter de fuir pour se cacher, ce qu'Obi-Wan doit évidemment faire. Mais j'aimerais aussi dire que j'aime énormément le fait que la série se lance directement in medias res, directement dans l'action, et surtout la voix de Sidious qui prononce le célèbre exécuter l'ordre 66 en boucle pour insister sur le fait que les Jedi sont traqués, j'ai trouvé que c'était une excellente chose, ça nous crée tout de suite un immense sentiment d'angoisse. La séquence suivante nous amène ensuite à la temporalité à laquelle se passe vraiment la série, c'est-à-dire 10 ans après la revanche des Sith, tandis que les Inquisiteurs, leur leader, la troisième sœur Reva et le cinquième frère que nous avions déjà pu voir dans Rebels, débarquent sur Tatooine. Ce que j'ai trouvé vraiment cool, c'est que dès l'arrivée de leur vaisseau, on sent la terreur qu'ils imposent partout où ils passent. Visiblement, leur réputation les précède, et lorsqu'ils débarquent avec leur musique, que j'ai aussi beaucoup aimé, les habitants baissent le regard, ils savent qu'ils ont affaire à des gens dangereux. Un petit mot aussi sur le maquillage du Grand Inquisiteur qui, même s'il est loin de ressembler au Poan de l'épisode 3, fait quand même le café, et finalement je trouve que quand on le voit de près, bien net, je trouve qu'il est quand même assez effrayant, que ce soit avec ses yeux jaunes imbibés du côté obscur et ses dents pointues. Bref, ceux-ci sont à la recherche d'un Jedi, on pense forcément à Kenobi, vu que nous, spectateurs, savons qu'il réside ici, mais non, ils sont en premier lieu à la recherche d'un autre Jedi, et pour le débusquer, ils le forcent à intervenir en menaçant la vie du tenancier du bar. Bon, sur ce coup-là, le Jedi n'est pas très malin, mais bon, que peut-on dire des Inquisiteurs qui arrivent à perdre sa trace alors qu'il était à côté d'eux? Bref, je trouve malgré tout que ça reste une bonne scène d'introduction pour les mettre en valeur, et pour nous faire comprendre qui ils sont et quelles sont leurs méthodes. Mais surtout, cela nous permet de découvrir l'ambition sans faille de la troisième sœur qui en a marre de chasser le petit gibier, puisqu'elle s'acharne à vouloir débusquer Kenobi, qui doit être l'une des plus grosses prises éventuelles encore en vie. On peut également se demander si elle a un passif avec lui, mais je pense plutôt qu'elle a agi par pure ambition, et ça l'épisode 2 ne va faire que nous le confirmer. L'épisode va enfin nous mettre en scène le protagoniste principal, Obi-Wan, en nous dévoilant son quotidien. Visiblement, il est devenu une sorte de charcutier, faisant ce qu'il peut pour gagner sa vie honnêtement, sans se faire remarquer. On pourrait d'ailleurs faire un parallèle avec la jeunesse de Rey, notamment avec leur patron qui paye très mal ses employés. Mais ici, c'est surtout pour nous montrer que pour ne pas se faire remarquer, Obi-Wan est prêt à laisser se commettre des injustices, même sous ses yeux. Je me suis cependant demandé s'il n'allait pas chercher à influencer l'esprit du boss, mais non, il se refuse à utiliser la force, mais ça on en reparlera un peu plus tard. Dans le reste de sa journée, Obi-Wan se rend chez lui, dans une grotte, donc il n'a visiblement pas encore sa maison dans laquelle il vit dans un nouvel espoir. Sa méthode de cuisine se rapproche aussi de celle de Rey, ça commence à faire beaucoup de parallèles, heureusement que la vieille théorie Rey Kenobi n'est plus d'actualité.
Mais bref, il reçoit la visite d'un Jawa après lui avoir passé une commande, et cette commande c'est un modèle réduit d'un modèle T-16 Skyhopper, et bien qu'Owen le lui rende ensuite, je pense qu'il finira par arriver quand même auprès de Luke, car c'est avec ça qu'il s'amuse dans l'épisode 4. On va ensuite découvrir que 10 ans après leur duel, Obi-Wan est encore en proie à des cauchemars qui lui font ressasser le passé, qu'il n'arrive pas à tourner la page, qu'il ne parvient pas à avancer, à aller de l'avant. Et ça, je vous l'avais dit dans une vidéo précédente, mais c'est quelque chose que j'avais vraiment envie de voir, donc pour le moment je suis extrêmement satisfait. Sans compter qu'à son réveil, Obi-Wan essaye de contacter son maître, mais n'y parvient pas. Là, ça me fait penser au roman Legends Kenobi, où il essayait également de le contacter, sans succès. Mais j'imagine qu'il y parviendra d'ici la fin de la série. Et ensuite, forcément, on a la séquence du trailer durant laquelle Obi-Wan va surveiller les Lars. On peut donc voir le jeune Luke qui s'amuse à être un pilote, comme son père avant lui. Puis son oncle et sa tante sur le côté, et là où la série est maligne, c'est qu'elle va nous annoncer ce qui va suivre de façon tout à fait subtile, car Owen va se mettre à crier pour savoir où Luke s'est caché, et comme on va le découvrir ensuite, l'objectif de la série ne va pas être de surveiller ou de sauver Luke, mais de plutôt s'intéresser à sa sœur Leia. Et je trouve que c'est vraiment une bonne idée, car si on se fie uniquement au film, on a un peu l'impression qu'Obi-Wan ne lui fait pas confiance, ne porte tous ses espoirs qu'en Luke. Mais là encore, nous allons y revenir. L'épisode se poursuit, et là encore on va avoir droit à une scène que j'attendais, celle durant laquelle un Jedi, survivant de la purge, vient requérir l'aide d'Obi-Wan. Mais celui-ci a une mission et il ne peut pas l'aider. On doit donc faire face à un jeune Jedi qui rêve non pas de vengeance, ce n'est pas le bon terme, mais qui veut agir, tandis qu'Obi-Wan semble résigné. Mais cela va au-delà de ça en fait, car il a une mission, il doit protéger Luke, et ça le jeune Jedi ne le sait pas. Et pire encore, il ne doit pas le savoir. C'est là où l'esprit d'Obi-Wan entre en pleine contradiction, et c'est sûr que ça ne doit pas l'aider à guérir. Puis arrive la grosse surprise de la série, même si de nombreuses rumeurs l'évoquaient, un pan immense de ce premier arc va se consacrer à Alderaan, et plus particulièrement à la famille Organa et à leur petite fille, la princesse Leia. Et on peut voir qu'elle a déjà un côté aventureux. Enfin bref, je trouve justement que le traitement et l'écriture de sa version enfant marchent super bien, et je suis très satisfait de cet aspect. Il y a énormément de moments dans ses mimiques, dans son comportement, où on reconnaît la Leia qu'elle deviendra dans la trilogie. Et juste un dernier mot pour dire que je trouve que tout ce qui entoure Alderaan est incroyablement réussi, que ce soit les costumes, les décors, les vaisseaux, la ville, bref, je suis vraiment content qu'on s'attarde enfin sur cette planète. Mais bref, nous comprenons vite qu'elle est en danger, que quelqu'un va la capturer, et je vais passer directement sur cet aspect, et c'est le plus embêtant de cet épisode, mais il faut avouer qu'encore une fois, cette course-poursuite est assez peu crédible. Autant j'étais content de voir une phalène pour la première fois en live action, mais les personnages qui galèrent à capturer une enfant, avec l'un qui reste bloqué parce qu'il se prend une branche, ça fait un peu trop cartoon pour moi. Mais avant cela, nous sommes retournés sur Tatooine pour suivre de nouveau le quotidien d'Obi-Wan. C'est vraiment pour nous faire comprendre qu'il est dans une routine, qu'il s'habitue à cette vie et qu'il va lui être difficile d'en sortir. Cependant, aujourd'hui il est perturbé par l'arrivée d'Owen qui lui rend le jouet qu'il avait voulu offrir à Luke et qui lui dit d'arrêter de se mêler des affaires de sa famille. Ce qui est intéressant dans leur conversation, c'est que visiblement pour le moment, Obi-Wan ne sait pas encore si Luke est capable de maîtriser la force. Mais quoi qu'il en soit, ils sont interrompus dans leur conversation par l'arrivée des deux inquisiteurs qui menacent la population. Et plus particulièrement Reva d'ailleurs, qui a l'air d'être très violente dans son approche, au point de trancher la main d'une personne qui a seulement osé lui répondre un peu trop haut. Ce qui semble d'ailleurs perturber le cinquième frère, alors je ne sais pas si c'est parce que ce sont tous d'anciens Jedi et qu'il a lui encore des restes de ce qu'on leur a appris, mais il semble nettement plus mesuré que la troisième sœur, qui elle, est prête à tout pour atteindre son but. Et son but actuel, c'est de dénicher le petit Jedi pour pouvoir se jeter à 100% dans sa traque de Kenobi. On voit que trancher, tuer les gens ne la dérange absolument pas, tandis que son frère met en place une toute autre méthode. Tandis qu'elle fonctionne sur la peur, lui cherche plutôt à faire comprendre aux gens qu'ils ont tout à gagner à leur dévoiler où se cache le Jedi. Et je trouve ça un peu étonnant car en soi le comportement de la troisième sœur est celui que je trouve plus proche du comportement que devraient avoir tous les inquisiteurs. Mais visiblement ce n'est pas le cas. Bref, une fois rentré chez lui, Obi-Wan découvre que son holocom sonne, il reçoit un appel ce qui n'a pas dû arriver depuis très longtemps, et c'est Bail Organa et sa femme qui le somment de les aider à retrouver Leia, car elle est tout aussi importante que Luke, mais Obi-Wan ne peut accepter, prétextant qu'il n'est plus l'homme qu'il était autrefois. Nous allons donc ensuite suivre Obi-Wan dans son quotidien pour la troisième fois dans cet épisode, mais cette fois-ci, il découvre lors de son passage en ville que le Jedi qu'il avait croisé a été pendu. Alors je ne sais pas si ce sont les inquisiteurs qui l'ont accroché comme ça, ou si ce sont les habitants qui l'ont dénoncé, mais en même temps je ne sais pas quelle réponse est la plus terrifiante.
Quoi qu'il en soit, cela permet à Obi-Wan de prendre conscience que ses actes, ou plutôt que ses non-actes, ont parfois des conséquences. Heureusement, il s'est déplacé sur place et le Jedi a beau prétexter qu'il n'est plus celui qu'il était, il va devoir aller de l'avant, il n'a peut-être pas pu sauver Anakin par le passé, mais il peut encore sauver Leia. Il peut mener un dernier combat. Et donc c'est parti, le Jedi retourne dans le désert, récupère son sabre laser qu'il avait enterré dans le sable avec celui d'Anakin. Visiblement le pauvre il a pas de chance, faut croire qu'il est destiné à se retrouver enterré dans le sable. Mais de son côté, Reva se révèle comme étant celle qui a engagé des mercenaires pour kidnapper Leia. Son père adoptif ayant combattu aux côtés de Kenobi durant la guerre, elle a bon espoir que celui-ci se déplace pour lui venir en aide. Et justement, celui-ci fait son retour aux affaires. C'est la fin de ce premier épisode, mais passons de suite au suivant, car je vous ferai un rapide récap de mon avis en fin de vidéo, avec également une petite théorie à vous présenter. Cette deuxième partie s'ouvre donc sur l'arrivée d'Obi-Wan sur Dayu, et je tiens à dire que je trouve que ce nouveau décor est absolument magnifique. J'aurais préféré que ce soit Nar Shaddaa, mais peu importe, après une saison entière ou presque sur Tatooine, là ça fait du bien de voir autre chose. Sans compter qu'on va avoir droit à une scène que j'ai trouvée mémorable, pourtant il ne s'y passe pas grand chose, mais cela peut en dire tellement en même temps, car Ben est abordé par un SDF qui lui réclame un peu d'aide, et cet homme n'est nul autre qu'un soldat clone, vétéran de la guerre et visiblement de la 501e. Donc déjà on peut imaginer le trauma du Jedi qui se retrouve face à un homme qui a possiblement tué certains des siens, mais on voit aussi que les clones ont été remplacés par les Stormtroopers, et que les vétérans comme lui sont laissés à l'abandon. C'était d'ailleurs l'une des questions posées par le capitaine Rex dans The Clone Wars, quel allait être le rôle des clones une fois la guerre finie. Eh bien voilà, ils ont été abandonnés, mis de côté et remplacés. Et ça, je trouve ça super intéressant. Et juste avant cela aussi, Obi-Wan réclame l'aide de son maître, preuve selon moi qu'il n'est pas encore parvenu à lui parler. Donc selon moi ça ne fait aucun doute, cet échange se concrétisera et sera l'un des événements que nous pourrons découvrir à la fin de la série. Après cela, on a droit à une scène qui fait écho à l'attaque des clones, au moment où Obi-Wan est confronté aux strates de la société qui baignent dans l'épice, la drogue, etc. Ce qui lui permet d'entendre parler d'un Jedi qui vient en aide aux gens. Bon, très vite on sent venir la supercherie, et Obi-Wan s'en rend lui aussi vite compte. J'ai d'ailleurs trouvé qu'il était un peu agressif dans sa manière de s'en prendre à l'arnaqueur, même si bien sûr on peut comprendre qu'il soit énervé, de ternir l'image des Jedi, pas sûr qu'ils aient besoin de ça en ces temps troublés. Quoi qu'il en soit, il parvient à obtenir des informations de ce personnage qui va jouer un rôle assez important dans les prochains épisodes, comme celui du gars pas très net mais qui peut parfois nous être utile. Mais bref, ces informations lui permettent de retrouver la trace de Leia, ou tout du moins du lieu dans lequel elle est enfermée. Cependant, entre-temps, il tombe dans le piège tendu par les mercenaires engagés par l'Inquisitrice, et même s'il ne manque pas de ressources, on voit qu'Obi-Wan doit quand même se remettre en forme, même si, comme on va bientôt le comprendre, il s'est en réalité coupé de la Force, tout comme Luke Skywalker dans Star Wars 8. Sauf que là, on peut comprendre pourquoi Obi-Wan l'a fait, il a une raison évidente, il ne doit pas se faire remarquer pour protéger l'enfant. Mais bon, on va pas revenir sur les failles de la postlogie, c'est pas le sujet de la vidéo. Quoi qu'il en soit, le reste de l'épisode va nous permettre de découvrir le début de la relation Leia-Obi-Wan que je trouve excellente, et c'est surtout l'idée en soi que je trouve bonne, car dans Un Nouvel Espoir, Leia dit que Ben est son dernier espoir, ce qui selon moi sous-entend qu'elle a déjà eu affaire à lui pour lui venir en aide, et je trouve que la chose marche plutôt bien. Dans le même temps, nous retrouvons Reva et on voit qu'elle est vraiment en conflit avec le Grand Inquisiteur, qui la soupçonne d'agir uniquement par ambition, et on devine alors qu'elle cherche à se faire bien voir auprès de Vador notamment, car ça serait une sacrée performance pour elle de mettre la main sur Obi-Wan, ce qui lui permettrait sûrement aussi de monter en grade et de pourquoi pas prendre la place du Grand Inquisiteur. Cependant, je pense que si celui-ci cherche autant à la prévenir de ne pas traquer Kenobi, ce n'est non pas pour la protéger ou parce qu'il tient à sa place, mais simplement que Kenobi est la proie unique et exclusive de Dark Vador, et que personne ne doit interférer entre lui et le Jedi. Et ça, elle risque bien de le découvrir à ses dépens. De son côté, Leia ne fait pas confiance à Ben et il va finir par s'enfuir. J'ai trouvé ça un peu forcé, mais on peut se dire qu'à 10 ans, dans un environnement inconnu avec des gens étranges autour de soi, qui peut vraiment dire comment une enfant de 10 ans, qu'on vient de kidnapper en plus, pourrait réagir? Mais malgré tout, j'avais quand même l'impression que c'était là pour rallonger l'épisode. Même si cela va forcément mener Obi-Wan à se mettre en danger, et Leia également, ce qui va pousser Kenobi à réutiliser la Force, probablement pour la première fois depuis très longtemps, pour sauver la jeune fille d'une chute qui aurait certainement été mortelle. L'arnaqueur qu'on a vu précédemment va ensuite leur venir en aide, leur permettant de trouver un moyen de quitter la planète et va ensuite se mettre en travers du chemin de l'Inquisitrice. Bon là par contre j'ai deux soucis à relever. Le premier c'est que vu son caractère, je ne sais pas comment elle fait pour ne pas le tuer alors qu'il se moque d'elle. Et dans un deuxième temps,
on revoit un utilisateur de la Force utiliser son pouvoir pour obtenir des révélations de la part d'un individu interrogé, comme Kylo Ren avait pu le faire sur Poe Dameron dans le Réveil de la Force. Sauf que la Force c'est pas censé fonctionner comme ça, enfin en tout cas pas avant que la postlogie ne débarque. Ça ne marchait pas du tout comme ça, c'est pas pour rien que Vador utilise des droïdes conçus pour ça dans Un Nouvel Espoir pour interroger Leia. Même si ces droïdes n'étaient d'ailleurs pas parvenus à lui soutirer la vérité. Mais bref, ça reste un détail, c'est pas trop grave. Et nous nous rapprochons donc de la fin de cet épisode. Leia fait preuve d'une force de caractère qui n'est pas sans nous rappeler celle de Padmé, et c'est une référence que fait aussi Obi-Wan, et ça fait plaisir. Mais après cela, l'Inquisitrice fait son apparition, on va alors avoir droit à 2 dialogues extrêmement importants. Le premier, c'est celui où Reva lui apprend qu'elle a un supérieur, Dark Vador, et qu'elle est là pour le conduire à lui. Et c'est donc le déclic pour Obi-Wan, Vador est toujours en vie. Il l'ignorait, et ça risque de changer beaucoup de choses dans son état d'esprit. Peut-être qu'il va se dire qu'il doit finir ce qu'il a commencé, ou bien que, comme le lui a dit Padmé, dans ses tout derniers mots, qu'il a encore du bon en lui, et qu'il va peut-être donc se lancer dans une mission pour essayer de vérifier cette théorie. Quoi qu'il en soit, les prochains épisodes répondront à toutes ces interrogations. Mais tandis qu'elle s'apprêtait à l'affronter, le grand inquisiteur fait son arrivée pour l'interrompre et prendre la suite. Cependant, elle agit telle une vraie Sith et trahit son supérieur en plantant sa lame dans le torse du grand inquisiteur, ce qui le laisse raide mort. Et là, gros mindfuck, je dois vous le dire car il est censé être toujours en vie au moment de Rebels, ce qui se passe bien des années plus tard, donc à voir, j'imagine qu'il est simplement blessé, mais là c'est clairement bizarre. J'en ai d'ailleurs parlé avec un ami qui m'a dit que si ça se trouve il était vraiment mort et qu'ils allaient en profiter pour faire venir le vrai grand inquisiteur avec du vrai maquillage, ça m'a fait plutôt marrer. Et bref, nous retrouvons ensuite Obi-Wan, toujours estomaqué par cette information, Anakin est toujours en vie. Et à l'évocation de son ancien nom, Vador se réveille dans sa cuve à Bacta, probablement celle de son château sur Mustafar. Et c'est la fin de ce 2e épisode. Eh bien, que dire si ce n'est que malgré toute mon appréhension, je suis globalement très enthousiaste. J'ai beaucoup aimé le développement de la relation Leia-Obi-Wan, le fait que le Jedi soit toujours tourmenté par son passé, les inquisiteurs qui sont également super bien gérés, et j'ai hâte de voir où va nous mener le personnage de Reva. J'ai même une petite théorie qui a germé dans mon esprit, mais je me demande si son ambition personnelle ne va pas tellement la dépasser qu'elle va même être amenée à quitter l'Inquisitorius, plus ou moins dans la violence, pour mener à bien cette mission qu'elle s'est elle-même fixée de ramener à Vador, le maître Jedi Obi-Wan Kenobi. Donc voilà ce qu'il en est pour ces 2 premiers épisodes, on se retrouvera bien sûr mercredi prochain pour le débrief de la 3e partie. Mais maintenant, c'est à vous de me dire ce que vous en avez pensé, j'ai hâte de lire tous vos messages concernant ces 2 premiers épisodes. Mais sur ce, la vidéo est à présent terminée, c'était Absolute et que la force soit avec vous, ciao.